Lionel Sepoloni, nous allons parler de ton livre paru au mois d'août, À la Bade, promenade dans les Alpes. Alors, bon, pareil, comme les éditeurs font bien les cadres de couve. Écrivain, professeur de lettres et musicien amateur, l'auteur réside en Savoie et la montagne est une de ses sources d'inspiration. Oui, oui. Ça va. À la Bade, de quoi ça parle? De quoi il s'agit? C'est un recueil de chroniques, de 35 chroniques, ou textes, si le mot chronique fait peur, dans lesquels un promeneur, pas toujours solitaire, attention, raconte ses promenades dans les Alpes, donc à Ravis, Beaufortin, il y en a ici, le Grand Bourgnon, Belledonne, etc. Ce promeneur décrit les lieux, des paysages, décrit la nature, décrit les événements qui se passent aussi, décrit aussi ce qui lui passe par la tête. Des rêveries. Promeneur, pas solitaire, rêverie, tu vois. C'est aussi une sorte de, alors ça c'est moi qui dis ça, de recherche du temps perdu. Où il vit dans les bois. Proust, Thoreau, Rousseau. Mais bon, tous ces titres étaient déjà pris, alors ça sera À la Bade, promenade dans les Alpes. Donc 35 textes, entre présent et souvenirs, dans une nature majestueuse, une belle nature plutôt. Peut-être par rapport à une nature dangereuse, en tout cas, qu'on vient d'évoquer. Donc on pense à Rousseau, Proust, Thoreau, mais c'est peut-être quelque chose de totalement différent. On va voir, mais d'abord, peut-être, la première chose à faire pour les gens qui ne sont pas d'autones comme moi, définir cette expression À la Bade. Donc, à la Bade, c'est à l'extérieur, au dehors, c'est une expression commune à la Savoie, au Dauphiné, qui signifie au dehors. Pour moi, à la Bade, c'était tout ce qui se passe quand je quitte ma maison. Là, je suis à la Bade. J'ai quitté ma maison, j'ai pris la voiture, franchi le col. C'était absolument magnifique. Être ici, c'est être à la Bade. Plus la neige qui continue à tomber là, pendant qu'on parle. Donc, c'est ces moments-là où on est en liberté, un petit peu sorti des contraintes quotidiennes. Et on va à la rencontre de tout ce qui se produit. C'est aussi un livre qui est dédié à cela, à la Bade, au dehors. Alors j'ai dit une trentaine de textes, des promenades poétiques. Et ces textes courts, c'est une façon, moi qui te connais un petit peu, puisque j'ai lu certains de tes livres et je suis l'un de tes éditeurs, cette forme littéraire qu'on retrouve dans Le Crayon de l'automne ou dans La route ordinaire, c'est sous forme de journal. Tu es un diariste, comme on dit, c'est ça. Et c'est même toi un jour qui m'as dit dans un mail, je suis un diariste du dehors. C'est ça? Un diariste du dehors? C'est quoi un diariste du dehors? Alors, diariste, qui écrit des journaux... Voilà, vous allez voir, il écrit. Il est sur le stand, il écrit. Je suis... C'est quoi ce style journal? Il y a des gens qui ont écrit des journaux, qui sont publiés, qui sont lus, qui sont passionnants. Alors, c'est pas vraiment un journal, puisque c'est une recomposition après coup, à partir de fragments écrits quotidiennement. J'ai, comme tout le monde, une vie pleine de contraintes, des contraintes que j'ai choisies, qui sont les contraintes ordinaires du travail, des enfants, le chien à sortir, ça c'est très important comme contrainte, on ne peut pas ne pas le sortir, de la musique, etc. Ce qui fait que je ne peux pas m'engager dans des travaux d'écriture très longs. Je travaille quotidiennement par petits fragments, et surtout quand je marche. J'écris principalement quand je marche, parce que c'est des moments justement de... Tu écris quand tu marches? Oui, j'écris en marchant. J'écris en conduisant, parce que la route ordinaire c'était en conduisant, mais j'écris... Ah oui, mais c'est un dictaphone, du triche, Oui, le dictaphone est extraordinaire. Avant, je faisais tout sur carnet. Depuis que j'ai découvert le dictaphone, ça me facilite la tâche. Donc oui, j'écris en parlant, en marchant, parce que ce sont des moments de liberté. Et en même temps, c'est pas seulement une contrainte, c'est un choix de ma part, d'une écriture qui est au plus près de la vie que je mène. L'écriture a toujours tendance à tirer la couverture à soi. Elle vous veut entièrement. Elle a bien raison, je comprends sa logique. L'écriture, c'est une dévoreuse, c'est un virus, c'est un parasite. Et moi, en tant qu'individu, je veux aussi y trouver mon compte, je veux vivre aussi. Mais tu écris aussi pour nous, quand même. Tu écris, c'est une phrase d'un auteur que tu cites en exergue, de chaque marche, rapporter assez pour qu'il y ait partage.
Oui, après, mais d'abord pour moi. C'est-à-dire que j'écris d'abord pour voir. Quand j'écris pas, je vois rien. Quand j'écris, je vois. Quand je traverse la forêt autour de chez moi, si je n'écris pas, il ne se passe pas grand-chose. À partir du moment où on commence à écrire, on commence à regarder, à faire des sélections, à faire des choix avec les mots qu'on utilise. Donc pour moi, la vie apparaît à mesure que je commence à écrire. Donc dans un premier temps, il y a cette écriture qui m'est absolument nécessaire, qui est une écriture par laquelle je peux entrer en rapport, en contact avec un paysage, avec des gens, depuis toujours, enfin, depuis que je sais écrire, depuis que je suis tout petit, l'écriture et la lecture a été pour moi ce moyen d'entrer en contact avec des gens, sinon je ne sais pas. Et dans un deuxième temps, à partir de ces feuilles qui s'amassent, je recompose et je fais les livres, et c'est là où le partage devient possible. Alors, je ne veux pas que l'on croie que ce sont des récits de promenade, genre guide de voyage avec tournée à gauche, etc. Bien entendu, c'est pas ça du tout. C'est tout à fait respectable, le guide de voyage. Donc, ce sont des promenades très personnelles qui s'étalent quand même. Alors, tu l'as dit, c'est un choix de texte, parce que sur ton site, tu as des centaines de textes. Donc, sur 20 ans, je crois, 96, 2016. Ça doit être ça, mais c'est plutôt récent. Et donc, il y a deux choses que je note et dont je voudrais parler. C'est l'aspect nature, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose que René Frény. Toi, j'entends plus. Ça piaille, ça bouge, alors que René Frény, c'est plus de couleurs, je dirais. Et donc, tu vas me raconter ça. Et je dois d'abord revenir sur qu'est-ce que tu penses quand je dis c'est un peu Proust, la recherche du temps perdu. Je sais que tu aimes beaucoup Proust, etc. Mais quand tu marches, est-ce que tu regardes pas des fois un peu derrière le sac à dos? J'assume complètement une nostalgie totale, profonde, immense. Je ne suis pas planté. Alors, non, je suis très profondément nostalgique. Nostalgique d'abord, tout bêtement, individuellement, quand on marche dans ces lieux dans lesquels je marche parfois depuis des années, il y a des sensations, des odeurs surtout, qui nous ramènent en arrière. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui font que le passé devient très présent. Plus profondément, il y a la nostalgie aussi d'un monde où peut-être la rupture entre l'homme et la nature était un peu moins consommée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne peux pas me promener en voyant, je ne sais pas, un bouvreuil sans savoir que 80% des bouvreuils ont disparu entre le moment où je les voyais quand j'avais 5-10 ans et puis aujourd'hui. On est dans un monde qui s'effondre et quand on voit ce vers quoi on se précipite, ça ne donne pas vraiment... On peut comprendre qu'on ait envie de revenir un peu en arrière, ce qui n'est absolument pas possible. Une nostalgie plus profonde aussi, que moi je vois déjà dans les grottes préhistoriques, dans l'art pariétal, nostalgie peut-être d'un temps rêvé où l'homme n'avait pas conscience de ne pas d'être séparé de la nature, où l'homme n'avait pas conscience de ne pas être un animal, où l'homme découvre, on le voit dans l'art des grottes, découvre son humanité et cette béance, cette séparation dont on paye maintenant les conséquences de plus en plus chères. Donc il y a une nostalgie très forte, mais en même temps, pour moi ce n'est pas un repli passéiste, parce que cette nostalgie, c'est celle qui me donne toute son intensité à ce que je vois. Tout ce que je vois m'est précieux et me touche, parce que j'en connais aussi la fragilité, parce que je sens aussi qu'on est dans un monde qui glisse, dans un monde qui bascule, qui s'effondre, et ça c'est tout le temps présent, même quand je suis dans un endroit qui semble très paisible, très agréablement vécu. Alors, on va le développer maintenant, parce que tu me tends la perche. J'ai l'impression que tu es un peu moins virulent que peut-être René et Perrine indirectement. Quand tu parles de nature, je vois des mots comme le deuil, la naïveté, la honte. C'est pas des mots au premier degré très violents. Pourtant, il y a un texte sur le renard qu'on est en train de massacrer, où tu vas pas avec le lot de la cuillère, mais quand même, dans ton vocabulaire, pourquoi ? Moi, quand je m'exprime sur le désastre écologique, j'ai des très gros mots. Toi, c'est le deuil, la naïveté, la honte. Parce que je suis un garçon très poli. Il y a une immense colère, une immense colère, une immense tristesse, une immense révolte. Ouais, mais ça, je dirais que c'est l'écrivain, justement, qui sait nous faire passer ces messages-là autrement que des mots de journalistes ou de tout un chacun comme moi. Je me suis laissé un peu aller sur le chapitre, là, sur le renard.
C'est clair. Là, celui-là, il est vraiment très fort. Ouais, non, là, j'avais une... En même temps, c'était lié, c'était 4 jours après la mort de ma mère. Et donc, je me suis laissé aller parce que pour moi, ça faisait aussi sens par rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire que c'était une manière de montrer cette colère qu'il y avait, elle était reliée aussi au deuil. Hein. Sinon, je pense que j'aurais pas laissé le chapitre comme cela. Après, pour moi, il y a cette immense colère, cette rage qui est tout le temps présente. Mais quand je suis dans la nature, c'est pas ça qui ressort. Quand je suis dans la nature, je vois encore la beauté, je vois encore des choses qui me parlent, je vois encore des portes qui s'ouvrent. Je vois encore, ça rend encore plus enragé, je vois encore que ce dialogue est possible, reste possible. En tout cas, c'est ce que je cherche. Je vois une nature qui est totalement indifférente, hein, clairement, absolument pas besoin de nous, bien au contraire. Donc une nature qui est indifférente. Un mot qui revient très souvent chez moi, c'est le mot intrus. Je suis toujours un intrus. Hein. Quand j'arrive au milieu d'un troupeau de chamois, je suis l'intrus. Quand j'arrive... nous sommes aussi des bestioles. Hein. Voilà, mais une bestiole pas à sa place, une bestiole qui a du mal à trouver sa place. On n'aura pas le temps de faire un débat là-dessus. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Pour moi, René Frény, c'est les couleurs, et pour moi, Lionel Cipolloni, c'est les sons. Pour moi, quand je te lis, ça grouille, ça fait des bonds, ça... Je vais lire un extrait, là, un petit extrait. Vous voyez sur le carnet que l'arche du petit pont au-dessus ne protège qu'à peine. Un grand crayon affolé court se réfugier dans le pli de mon pantalon, qui est de la même couleur que lui et qu'il doit considérer comme un terrier. C'est ici que depuis que le Chéran existe, on a construit des ponts. Je suis d'ailleurs assis sur le replat laissé par un ancien pilier. L'eau passe, car c'est par ici que l'on passe. On entend les cris des enfants mêlés au vacarme de l'eau. Temps très gris, arbres très verts, 2 pissenlits d'un jaune éclatant, l'eau glauque qui tourbillonne, la mousse presque noire et les rires des enfants. C'est quand même très sonore, on va trouver d'autres passages. J'aime bien les sons, hein. À la base, c'était aussi choisi pour les sons. Ah, t'es musicien aussi. Ouais, enfin, j'essaie. J'aime beaucoup les odeurs, je suis très sensible aux odeurs. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le dernier livre de René Frény, cette précision dans les odeurs qui est assez rare en fait en littérature, parce que ça nous échappe un peu, les odeurs. Et puis c'est les sons et les images aussi. Quand on lit La route ordinaire, qui est le récit d'un voyage pendant 1 an sur la même route, donc on traverse le même paysage, mais avec 4 saisons, le matin, le soir, la nuit, il y a des bestioles, il y a des lumières, il y a des trucs, il y a des sons, il y a des images, c'est impressionnant. Enfin, pour moi, c'est impressionnant, c'est pour vous d'un écrivain plutôt. Une dernière question, Lionel. Tu écris, je voudrais qu'on parle un peu de ce mot du dehors. Bon, on est tous les deux, on connaît certains écrivains, Bouvier, Kenneth, etc., la littérature du dehors, Le Brice, Michel Le Brice, tout ça, cette histoire qui n'est pas seulement une littérature de l'extérieur, c'est aussi l'extérieur au sens, je ne sais pas comment dire, philosophique du terme, un cheminement entre poésie et philosophie, entre ouverture au monde. Tu écris, l'appel du dehors dépend moins du lieu où l'on habite que d'une disposition mentale. Explication On peut habiter dans un très beau lieu et puis être tout à fait replié sur soi et pas du tout prêter attention à ce qu'il y a autour de nous, suivant les dispositions mentales dans lesquelles on est. Au contraire, habiter dans un lieu qui est peut-être moins beau que celui que j'ai la chance d'habiter dans Belledonne, mais l'explorer de façon vivante et intense. Moi, il n'y a pas de différence entre la ville et la campagne. C'est vraiment la disposition mentale qui prime. Je pense que moi, j'avais, comme beaucoup de gens, je pense, une disposition mentale particulière qui a fait que très vite, je me suis retrouvé dans des jardins, dans des forêts, à regarder comme une bête embusquée dans un taillis, à passer beaucoup de temps à regarder partout autour de moi. Et j'ai développé cette manie, cette obsession, cette nécessité d'être à l'affût, aux aguets. Voilà. Mais je pense que c'est d'abord une disposition mentale, quel que soit l'endroit où je suis, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Je suis cette bête aux aguets. Alors, on a essayé de parler de vos bouquins, avec un fil conducteur, la nature. Je vais terminer par une citation que j'ai trouvée hier soir. J'aurais pu le retrouver. J'ai trouvé ça de Pétrarque, dans l'Ascension du Mont Ventoux. Donc, le livre ne date pas de 1336, mais l'ascension, ou la supposée ascension, date de 1336. Il est écrit «
Et les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, le circuit de l'océan et le mouvement des astres. Et ils s'oublient eux-mêmes. Alors moi, j'ai envie de dire, n'oublions pas la nature, mais ne nous oublions pas nous-mêmes non plus. Merci à vous trois, merci à vous, public. Les auteurs sont à votre écoute à l'étage au-dessus. Bon après-midi. Merci.